Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur les stratégies de marketing de contenu qui fonctionnent vraiment. Oui, On a épluché pour cette exploration un ensemble de sources assez riches, des analyses de cas clients B2B, des guides stratégiques pointus, des réflexions sur l'impact de l'intelligence artificielle et même des guides sur l'intention de recherche. mhm, D'ailleurs, une statistique qui donne le ton, tirée des sources, 80% des décisionnaires B2B préfèrent s'informer via un article plutôt qu'une publicité. Ça change la donne, non? absolument. Ça montre bien que le contenu n'est pas juste une option. C'est souvent le point d'entrée privilégié dans l'univers B2B. C'est clair. Notre mission ici, c'est de distiller ce qui fait le succès d'une stratégie de contenu aujourd'hui. Comment créer quelque chose qui non seulement attire l'attention, ce qui est déjà un art en soi, mais surtout qui génère des résultats concrets, mesurables. Oui, En particulier pour ces audiences B2B très informées et exigeantes, on va essayer de décomposer un peu les ingrédients clés. parfait. Alors au programme, on commence par les fondations solides, pourquoi une stratégie est cruciale, comment comprendre son public via les personas, l'intention de recherche. Tout à fait. Ensuite, on verra comment mettre ça en musique avec des cadres d'exécution et des tactiques, comme la génération de leads, les études de cas. Mhm. On regardera aussi le rôle grandissant de l'IA et des outils avant de conclure sur les défis et les tendances qui se profilent. Prêt pour cette exploration? Allons-y. Ok, les fondations. Le vieux dicton «Content is king» est connu, mais une des sources le complète judicieusement. «Content is still king, but content strategy rules». Ah oui, c'est bien vu ça. Avoir du contenu sans stratégie, c'est un peu tirer dans le vide, quoi. D'où l'importance d'avoir un plan écrit, formalisé. Une autre source le dit bien, si ce n'est pas écrit, c'est juste une rumeur. Bah oui, c'est fondamental. Sans stratégie, on risque de produire du contenu qui ne sert aucun objectif précis. Exactement. Une stratégie claire, elle, permet de viser des bénéfices tangibles, améliorer la notoriété de la marque, attirer un trafic vraiment qualifié, générer des leads qui ont un potentiel et, in fine, prouver un retour sur investissement. Les sources comme Ahrefs ou Textbroker insistent beaucoup là-dessus. C'est souvent plus long, plus complexe, impliquant plusieurs personnes. Exactement. En B2B, on ne vend pas sur un coup de tête, hein. Les acheteurs cherchent de l'expertise, des solutions à des problèmes complexes, des preuves de résultats. Oui, Ils veulent établir une relation de confiance avant de s'engager. C'est pour ça que le contenu informatif qui démontre cette expertise est si puissant, d'où ce chiffre des 80% qui préfèrent lire un article qu'une pub. c'est logique. Le contenu doit donc être avant tout utile et crédible, quoi. Pour structurer cette approche, Broad Vision Marketing propose une base solide, 3 piliers essentiels. Le premier, ce sont les médias détenus ou owned media. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, ce sont les plateformes que l'entreprise contrôle entièrement. Son site web, son blog, sa newsletter, c'est son chez-soi digital en quelque sorte. D'accord. L'énorme avantage, c'est le contrôle sur le message, l'expérience et surtout la pérennité. Contrairement aux réseaux sociaux où l'on est un peu locataire des algorithmes, Oui, tributaire. voilà. Ici, on est propriétaire. C'est le hub central où l'on peut construire une relation durable. Logique. Le deuxième pilier, c'est le fameux contenu de qualité. On en parle beaucoup, mais qu'est-ce qui fait la différence au fond? La qualité, bon, c'est un peu subjectif, mais on peut identifier des marqueurs clés. D'abord, la pertinence. Est-ce que le contenu répond vraiment aux questions, aux besoins de l'audience ciblée? Mhm. Ensuite, la valeur ajoutée. Apporte-t-il une information nouvelle, une perspective unique, une solution pratique? Et enfin, la forme. Est-ce clair, bien structuré, facile à consommer? Ça peut être un article de fond, une vidéo tuto, une étude de cas chiffrée. Et il y a des aspects techniques aussi, j'imagine. Patrick Stokes, cité dans une source, parle de l'importance de l'adéquation à l'intention de recherche de l'utilisateur, de l'autorité du contenu, de son exhaustivité. Ça rejoint l'idée que la qualité n'est pas juste cosmétique. Tout à fait. Ces signaux techniques et éditoriaux sont cruciaux pour l'expérience utilisateur et bien sûr pour les moteurs de recherche. Et le troisième pilier, c'est la distribution. Avoir le meilleur contenu sur le plus beau site ne sert à rien si personne ne le voit. C'est le nerf de la guerre, la visibilité. Il faut choisir les bons canaux, là où se trouve l'audience. SEO, réseaux sociaux ciblés, emailing pour les canaux organiques. Oui. Ou publicité payante, PPC, post sponsorisé, pour accélérer la portée. L'important est de ne pas juste publier, mais de promouvoir activement. C'est ça. Ces 3 piliers, on media, qualité du contenu, distribution, sont vraiment indissociables. Un site performant sans contenu de valeur, c'est une coquille vide. Oui, Du contenu génial sans distribution reste invisible.
Une bonne stratégie orchestre ces 3 éléments de concert. Pour créer ce contenu pertinent et bien le distribuer, il faut une compréhension fine de l'audience. C'est là qu'intervient le concept de buyer persona. La source Adimeo explique bien son importance. Oui, le persona, c'est ce portrait robot du client idéal. Mais attention, hein, ce n'est pas une caricature inventée au coin d'une table. Non, faut que ce soit basé sur du réel. Exactement. Il doit être basé sur des données réelles, démographiques bien sûr, mais surtout psychographiques. Ses motivations, ses freins, comportementales, comment il s'en forme, où il passe du temps, et contextuels, ses objectifs pro, ses défis. C'est fondamental, surtout en B2B, pour créer un contenu qui résonne vraiment. Comment on le construit alors, sans tomber dans l'intuition? Adimeo insiste sur la recherche, analyser les données existantes, CRM, Analytics, et surtout parler aux vrais clients. Les interviews sont souvent la mine d'or la plus riche, non? Ah oui, carrément. Compléter avec des questionnaires, l'analyse des réseaux sociaux et impliquer différentes équipes, vente, support client, qui ont des perspectives complémentaires, c'est une bonne idée aussi. Hum, mhm. L'exemple de Pierre Martin, 35 ans, directeur marketing, avec ses objectifs, générer plus de leads qualifiés, ses freins, budget limité, manque de temps, et ses canaux préférés, blog spécialisé, LinkedIn, ça illustre bien comment un persona prend vie et devient un outil décisionnel concret pour l'équipe marketing. Oui, ça rend la cible moins abstraite. Un template peut aider à synthétiser tout ça. Et un point crucial soulevé, éviter les pièges, comme se baser sur des suppositions, ou pire, créer des personas une fois et ne plus jamais les mettre à jour. Le marché évolue, les clients aussi. Mais oui, un persona obsolète peut même devenir contre-productif. C'est un outil vivant, quoi. Une autre notion clé pour comprendre l'audience, c'est l'intention de recherche. La source Soleil Digital y consacre un guide détaillé. En gros, c'est le pourquoi derrière une recherche Google. C'est exactement ça. Qu'est-ce que l'utilisateur cherche réellement à faire ou à savoir quand il tape des mots-clés? Google est devenu très fort pour décrypter cette intention, notamment avec des algos comme RankBrain. D'accord. Et comprendre cette intention, c'est la clé pour créer du contenu qui est vraiment utile. Et l'impact sur le contenu et le SEO est direct, j'imagine. Énorme. Si on comprend l'intention, on peut créer la page ou l'article qui y répond le mieux. Et Google adore ça parce que ça satisfait l'utilisateur. Logique. Résultat, meilleur classement, moins de pogo sticking, vous savez, quand on clique et on revient aussitôt au résultat. Ah oui, le rebond rapide. Voilà. Et plus de chances d'obtenir des positions 0 ou featured snippets. La vraie clé, c'est de passer d'une logique de mots-clés à une logique d'objectif utilisateur. Soleil Digital découpe ça en 4 types principaux. Navigationnel, trouver un site précis. Informationnel, apprendre quelque chose. Transactionnel, acheter, s'inscrire. Et commercial, comparer avant d'acheter. Plutôt que de détailler chaque type, comment on fait pour savoir quelle est l'intention dominante pour un sujet donné? Alors, le meilleur moyen, c'est d'analyser la page de résultats de recherche, la SERP, pour les mots-clés visés. Regardez ce que Google propose déjà. Exactement. Quel type de contenu Google met-il en avant? Des guides complets? Ouais, Des pages produits? Des comparatifs? Des outils? ouais. La SERP est le reflet de ce que Google pense être la meilleure réponse à l'intention. C'est plus fiable que de juste deviner à partir des mots-clés eux-mêmes, même si, bien sûr, des outils SEO peuvent t'aider à catégoriser. D'accord. On a posé les bases stratégiques, c'est clair. Mais comment on passe à l'action, concrètement? Social Media Examiner propose un cadre intéressant, le Framework Ideal via Brian Piper. C'est un acronyme. Oui, IDEAL pour identifier, découvrir, empower, donner le pouvoir, activer et learn, apprendre. C'est une boucle assez logique en fait. Ok, Identifier. Ça commence par définir des objectifs commerciaux clairs et l'audience cible, nos fameux personas. Sans cas, pas de voyage, hein. logique. D. Découvrir. Là, il s'agit d'auditer ce qu'on a déjà, d'analyser ce qui marche ou ce qui ne marche pas, via les données, analytiques, Search Console, et d'identifier les opportunités de contenu alignées sur les objectifs. Piper insiste bien, ne pas chercher le buzz pour le buzz, mais la pertinence stratégique. Le E pour Empower, donner le pouvoir. À qui exactement? Au messager authentique, c'est un point fort de ce framework, je trouve. Plutôt que de tout centraliser au marketing, il encourage à s'appuyer sur les employés, les clients satisfaits, des créateurs de contenu ciblés. Ah oui, Leur parole est souvent perçue comme plus crédible. Il faut leur donner les moyens, bien sûr, des lignes directrices, mais les laisser s'exprimer avec leur voix.
Intéressant. Ensuite, A pour activer. Activer sur plusieurs canaux. Ne pas se contenter de publier sur le blog et puis c'est tout. Adapter et promouvoir sur les réseaux sociaux, en emailing. Piper donne un conseil malin d'ailleurs. Commencer par créer une vidéo riche, puis la décliner facilement en audio, pourquoi pas un podcast, texte, article, post et petit clip. Le fameux repurposing. Exactement. Et l'IA peut d'ailleurs grandement faciliter ce travail d'adaptation. Et enfin, L pour learn, apprendre. La boucle est bouquée. C'est ça. Analyser les résultats, voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien marché, essayer de comprendre pourquoi et ajuster la stratégie en continu. C'est un processus itératif. Même un simple suivi sur une feuille de calcul au début peut faire une énorme différence. Très opérationnel comme cadre, effectivement. Un autre aspect tactique essentiel en B2B, c'est la génération de leads. Textbroker détaille ça bien. Comment transformer un visiteur en prospect qualifié? D'abord, il faut bien définir ce qu'est un lead qualifié. Ce n'est pas juste une adresse email récupérée, hein. C'est un contact qui correspond au profil client idéal et qui montre un intérêt réel. D'accord? On parle souvent de MQL, Marketing Qualified Lead. C'est un lead jugé prometteur par le marketing suite à ses interactions. Il a téléchargé un guide, suivi un webinaire. Mhm. Et qui pourra ensuite devenir un SQL, Sales Qualified Lead, si l'équipe commerciale confirme son potentiel après un contact. Et comment on qualifie ces leads? Textbroker mentionne plusieurs méthodes, dont BANT ou SPIN. Ça peut sembler un peu technique, peut-être. Oui, ce sont des acronymes pour des frameworks de qualification. Prenons BANT, c'est assez classique et facile à comprendre. On cherche à savoir si le prospect a le budget nécessaire, Ok. si notre contact a l'autorité pour prendre la décision, s'il y a un need, un besoin réel auquel notre solution répond, et quel est le timeline, le délai envisagé pour le projet. Simple et efficace. Répondre à ces questions, ça aide les ventes à prioriser les leads les plus chauds. L'idée générale, c'est de ne pas perdre de temps avec des contacts qui ne deviendront de toute façon jamais clients. Logique. Pour obtenir ces contacts initialement, on utilise souvent un lead magnet, un contenu offert en échange d'infos. C'est ça? C'est ça. Un livre blanc, une checklist utile, un webinaire. La clé, c'est que ce contenu soit vraiment perçu comme ayant une grande valeur pour inciter au partage des coordonnées. Faut que ça vaille le coup. Exactement. Et une fois le lead obtenu, le travail ne fait que commencer avec le lead nurturing. C'est l'accompagnement du prospect avec du contenu pertinent jusqu'à ce qu'il soit mûr pour une approche commerciale. C'est crucial dans les cycles B2B qui sont souvent longs. Parlons d'un format de contenu qui semble super puissant en B2B. Les cas clients. Michael Pignaton en analyse plusieurs. Il les qualifie de témoignages sous stéroïdes. Qu'est-ce qui les rend si forts d'après vous? Ils cochent beaucoup de cases psychologiques importantes. Ils apportent la preuve sociale. Si ça a marché pour eux, ça peut marcher pour moi. Oui, le fameux social proof. Voilà. Ils utilisent le storytelling, ce qui rend l'information plus mémorable et engageante qu'une simple liste de fonctionnalités. Et surtout, ils montrent des résultats concrets, idéalement chiffrés. Ça rassure énormément les prospects B2B qui cherchent à minimiser les risques. Pignaton analyse des exemples comme Plaisy qui intègre très bien la preuve sociale partout, avis, vidéos, études PDF chiffrées, ou Klaxon qui mise beaucoup sur des témoignages vidéo dynamiques classés par usage. Plutôt que de lister tous les exemples, quel est le point commun des bons cas clients selon lui? Le point commun, c'est qu'ils racontent une histoire structurée. Quel était le défi initial du client, le challenge, comment la solution l'a aidé, la solution, et quels ont été les résultats obtenus, les résultats. Challenge, solution, résultat. Simple. Que ce soit en vidéo, en PDF ou sur une page web, cette structure narrative fonctionne bien. Pignaton insiste sur le fait qu'avoir au moins 3 cas clients solides et bien présentés est quasi indispensable en B2B aujourd'hui. C'est noté. On ne peut pas parler de contenu aujourd'hui sans aborder l'intelligence artificielle. Plusieurs sources, SEMG, Social Media Examiner, Inclusive, montrent que ça change vraiment la donne. Clairement, l'IA impacte tout le cycle de vie du contenu, de la génération d'idées et de brouillons avec des outils comme ChatGPT, Jasper, à l'optimisation SEO, en passant par la personnalisation à grande échelle et l'analyse des performances. De la fin du marketing de masse grâce à la personnalisation permise par l'IA. C'est fort. Mais il y a un revers à la médaille, non? Le risque de contenu générique un peu sans âme. C'est le grand défi. L'IA peut produire du contenu correct grammaticalement et factuellement, mais souvent plat, sans saveur, sans le ton unique d'une marque. Oui, le côté un peu standardisé. Exactement. C'est pourquoi la supervision humaine reste absolument cruciale. L'IA est un assistant puissant, un copilote si on veut, mais pas le pilote.
Il faut relire, réécrire, injecter de l'humain, vérifier l'exactitude et l'alignement éthique. Et l'IA change aussi la donne pour le SEO. On entend parler de GEO, Generative Engine Optimization. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est une idée qui émerge fortement. Les IA génératives comme ChatGPT ou Bard ne crawlent pas le web comme Google pour classer des pages. Elles s'appuient sur des informations qu'elles considèrent comme fiables pour générer leurs réponses. D'accord. Le GOSO, c'est un peu l'art d'être considéré comme une source fiable et d'être cité par ces IA. Ah, intéressant. Et comment on devient cette source fiable alors? Eh bien, ça renforce l'importance du concept IIAT de Google. Expertise, expérience, le E ajouté récemment, autorité et fiabilité. Trustworthiness. Les fameux critères EEAT. En gros, il faut prouver qu'on sait de quoi on parle, qu'on a une expérience réelle du sujet, qu'on est reconnu comme une référence et qu'on est digne de confiance. Pour une IA, ça veut dire publier du contenu de très haute qualité, factuel, bien sourcé et être cité par d'autres sources fiables. C'est presque un retour aux fondamentaux de la crédibilité en fait. Face à tout ça, il y a une myriade d'outils qui existent. Plutôt que de faire une longue liste, peut-être pointer quelques catégories utiles. Absolument. Pour la création assistée par IA, on a mentionné Jasper ou ChatGPT. Pour la correction et la lisibilité, des outils comme Grammarly ou Hemingway Up sont très utiles. Oui, Pour le SEO et l'analyse, les plateformes comme SEMrush ou Ahrefs restent des standards pour comprendre les mots-clés, la concurrence, l'état technique du site. Google Analytics est évidemment indispensable pour suivre les performances. bien sûr. La collaboration des outils comme Trello, Asana ou des CRM comme HubSpot aide à orchestrer tout le travail d'équipe. Mhm. L'important, je pense, c'est de choisir les outils qui s'intègrent bien dans sa stratégie et son workflow, pas de collectionner les abonnements. Oui, choisir judicieusement. Tout ça semble puissant, mais l'étude Marketing Pulse 2026 d'Inclusive met aussi en lumière des défis importants pour les années à venir. Oui, ils ne sont pas négligeables. La volatilité des algorithmes reste une préoccupation majeure pour plus de la moitié des agences. Difficile de bâtir sur un sol qui change constamment, hein. C'est sûr. Un autre risque pointé et qui fait un peu froid dans le dos, c'est la désinformation à grande échelle, facilitée par l'IA, les deepfakes, la propagation d'infox. Ça érode la confiance globale. Oui, c'est préoccupant. Et cette facilité à produire du contenu avec l'IA pose aussi la question de l'authenticité, non? Le risque d'un océan de contenu tiède, interchangeable? C'est un risque réel, oui. Si tout le monde utilise les mêmes outils de la même manière, on risque une homogénéisation, une perte de singularité. D'où l'appel, cité dans l'étude, à publier moins mais mieux. Qualité sur quantité. Voilà, se concentrer sur la qualité, l'originalité et la valeur réelle plutôt que sur le volume à tout prix. Ça demande aussi de garder un esprit critique affûté face aux sorties de l'IA, qui peut reproduire ou même amplifier des biais existants. Malgré ces défis, quelles sont les tendances fortes qui se dégagent pour les prochaines années selon cette étude? Alors, premièrement, et c'est plutôt rassurant, la supervision humaine restera clé. L'IA est un outil, pas un remplaçant de la stratégie, de la créativité, de l'éthique. Le marketeur devient un peu un chef d'orchestre. D'accord. Deuxièmement, la montée en puissance des micro-influenceurs. Ils sont perçus comme plus authentiques, plus proches de leur communauté, notamment dans les espaces de discussion privés, le dark social. Leur crédibilité pourrait dépasser celle des macro-influenceurs ou des célébrités. Intéressant. On a aussi parlé du géo. Oui, l'optimisation pour être citée par les IA génératives devient un enjeu de visibilité majeur. Quatrièmement, une convergence accrue entre communication et marketing qui partagent des défis communs, IA, ROI, data, et l'objectif de bâtir une marque forte. Logique. Et enfin, le fil rouge de tout ça, c'est la confiance et l'authenticité comme de l'avantage concurrentiel ultime. La confiance. Dans ce bruit numérique croissant et face au risque de désinformation, être une source fiable, transparente et authentique deviendra la monnaie d'échange la plus précieuse. C'est vraiment sur ce terrain que la bataille de l'attention et de la fidélité se jouera. Quel tour d'horizon, Evelyne. Si on devait résumer les messages clés de cette exploration. La nécessité d'une stratégie claire et documentée, bien au-delà du simple contenu. L'importance vitale de comprendre son audience, qui elle est, avec des personas basées sur des données réelles, et ce qu'elle cherche vraiment, l'intention de recherche. Tout à fait. L'utilité des cadres comme idéal pour structurer l'action et la puissance de tactiques comme les cas clients bien ficelés, surtout en B2B.
Le rôle de l'IA comme un accélérateur puissant, oui, mais qui exige une supervision humaine rigoureuse pour garantir la qualité, l'éthique et l'authenticité. Surtout, ne pas tomber dans le piège du contenu fade. Exactement. Et enfin, regarder vers l'avenir, en intégrant les défis, désinformation, volatilité, et les tendances géo, micro-influenceurs, convergence co-marketing, avec la confiance comme boussole principale. Le message à retenir, peut-être, c'est que la technologie est un moyen formidable, mais la finalité reste profondément humaine. Comprendre les besoins, apporter de la valeur sincère, construire une relation de confiance. L'IA peut aider sur le comment, mais le pourquoi et le pour qui restent au cœur d'une stratégie de contenu réussie. Tout à fait d'accord. Expérimenter, utiliser les outils, mais toujours avec une vision claire et centrée sur l'humain. Et pour finir, une petite question qui nous vient des sources, pour laisser matière à réflexion. Alors que l'IA permet de produire du contenu à une échelle jamais vue, comment les marques peuvent-elles cultiver et surtout prouver une authenticité qui touche vraiment les gens et qui leur permet de se distinguer dans le brouhaha numérique de demain? Vaste programme, et sans doute le défi majeur des années à venir.